les bitcoins sur Lightning, ils sont pas autant à toi que des bitcoins sur la chaîne Bitcoin. Ce que peut faire un nœud, et notamment un nœud très bien connecté, donc un hub, c'est faire ce qu'on appelle du sondage. Donc on parle de probing en anglais. Et donc, c'est-à-dire envoyer plein de petits paiements et donc voir où est-ce qu'il rate. Et il peut du coup reconstruire, s'il analyse comme ça tous vos canaux publics, votre solde total sur Lightning. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découpe Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec Fanis pour nous parler du Lightning Network. Fanis, merci beaucoup d'être avec nous. Salut Roxy, merci à toi de l'invitation. Surtout, merci à toi de déjà avoir fait la formation donc numéro 3 du site sur ta chaîne et d'avoir vraiment poussé sur l'écosystème français du contenu sur Lightning assez poussé techniquement. Je pense que le plus simple pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ce serait de te présenter un petit peu ta formation et qu'est-ce qui t'a poussé à tomber dans Bitcoin et à vraiment te pousser très loin dans le Lightning Network. Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Fanis, j'ai une formation plutôt ingénieur, parce que donc, je suis diplômé très récemment là, de l'école centrale de Marseille, et pendant que j'ai fait la série de vidéos, j'étais encore étudiant là-bas. Et alors la question, quand est-ce que je suis tombé dans Bitcoin? Toujours compliqué pour moi d'y répondre, parce que ça s'est fait de manière très très graduelle. Mais j'ai commencé à en entendre parler quand j'étais en classe prépa, donc en 2000, je sais pas, 2016, 2017 plutôt, je pense, début 2017, sûrement avec le début du bull run. Et voilà. Et très vite, je suis parti dans les shitcoins. Voilà, très vite, j'étais sur Ethereum, sur IOTA. Ce genre de trucs avec zéro bitcoin parce que c'était le vieux dinosaure qui allait de toute façon disparaître à coup sûr. Voilà. Et puis après, ça prend un bear market pour trouver la voie de la sagesse. Et après, on va dire que j'ai commencé à vraiment m'y plonger un peu plus sérieusement une fois en école d'ingé. Peut-être au cours de ma deuxième année d'école d'ingé, à partir de ma deuxième année d'école où je m'y suis plongé un peu plus du point de vue associatif et puis personnellement aussi. D'accord. Donc voilà, et le vrai deep dive dans le terrier, ça commence en 2019, je pense. Ok. Tu parles d'une association, c'est Cryptosphère, c'est ça? C'est ça, ouais, Cryptosphère, avec un K, qui est une grosse asso étudiante qui travaille initialement sur tout ce qui est cryptoactif, enfin crypto-monnaie et blockchain. Et depuis un an, elle a un peu décidé de s'ouvrir sur d'autres thématiques, nouvelles technologies. Donc c'est du machine learning, c'est de la réalité virtuelle, ce genre de techno un peu novatrice. Mais le cœur de l'assaut reste encore très axé crypto-monnaie blockchain. Euh, et donc c'était une asso étudiante qui a la particularité d'être présente sur plusieurs campus, mais sur plusieurs écoles de manière très transdisciplinaire. Donc c'est-à-dire il y a des écoles d'ingé, il y a des écoles de commerce, il y a même des universités de plus en plus. Donc quand moi j'y suis rentré en créant l'antenne de Cryptosphère dans mon école à Centrale Marseille. Et depuis, il y a eu plein de nouvelles antennes qui se sont créées. Je sais même pas te dire les trucs parce que moi, du coup, je suis un peu sorti là maintenant. Je suis encore un peu dedans, mais plus en tant que voilà que conseil consultatif. Donc si voilà, si ont des questions, c'est avec plaisir que je prends du temps pour y répondre. Et puis sinon, je les laisse faire leur vie et prendre la direction qu'ils ont envie et de pas trop interférer. Même si mon petit cœur de bitcoiner maximaliste saigne parfois. Ouais, on va en parler justement parce que tu dis deux trucs intéressants, les laisser faire leurs erreurs et toi-même, il a fallu un bear market pour que tu changes un petit peu d'avis par rapport aux crypto-monnaies. Bitcoin, c'est un dinosaure, ça fait que 6 ou 7 transactions par seconde de mémoire. Euh, Pourquoi est-ce que c'est plus un dinosaure maintenant? Je veux dire, c'était un dinosaure avant, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? En fait, ce qui fait shifter, c'est quand tu comprends que le but de Bitcoin, c'est pas de faire un réseau de paiement ultra rapide. Le but de Bitcoin en Layer 1, en tout cas. Euh, et euh, et le but, c'est pas de faire un visa décentralisé. Le but, c'est de faire une base monétaire décentralisée. Et le maître mot, c'est qu'elle doit être décentralisée et sécurisée. Et donc, du coup, il y a le fameux triangle, trilemme des blockchains. Euh,
effectivement, du coup, on a fait le choix conscient, et on en tant que communauté, même si moi je dis on, mais j'y étais pas vraiment à l'époque où le choix a été fait, mais le choix a été fait de manière consciente par les bitcoiners de dire qu'on va sacrifier une partie de la scalabilité au profit de la décentralisation de la sécurité, pour avoir vraiment cette base monétaire résistante à la censure, décentralisée, et sur laquelle on peut ensuite construire, si on veut, des réseaux de paiement éventuellement. Et du Et coup, donc, ouais, ça prend ça pour comprendre. Et à ce moment-là, eh ben, en fait, Bitcoin ne devient plus un dinosaure, ça devient le seul réseau qui est capable d'accomplir ce truc, cette prouesse, qui est de créer un réseau monétaire décentralisé à partir de zéro. Voilà. ouais, en effet, donc c'est très important d'avoir ces petits compromis. Quand on parle donc de décentralisation par rapport à la scalabilité, l'exemple concret c'est les nœuds, hein. Vous pouvez tous faire tourner un nœud chez vous parce que le réseau est extrêmement bien optimisé et n'est pas encombré par des millions et des centaines de millions de gigas de data ou de problèmes. Ouais. Pour faire simple. Je l'ai vu passer aujourd'hui, là, il y a une stat marrante sur Bitcoin Satoshi Vision, BSV, Ouais. où en gros le choix a été fait de ne pas caper la taille des blocs. Donc un choix radicalement différent. Et il y a, je crois, quelque chose comme 35 nœuds aujourd'hui qui sont vraiment au dernier bloc. Et après, il y a quelques dizaines de nœuds qui sont du coup qui ont du mal à suivre et qui ont donc quelques blocs en arrière, pas tous au même bloc, bien sûr. Et donc ça montre très bien le fait que l'augmentation irraisonnée, enfin déraisonnée complètement de la taille des blocs, c'est pas du tout une bonne solution. Mm. En parlant de ça, ils ont également annoncé qu'on ne pourrait plus récupérer l'argent via un système de clé privée parce que c'était trop lourd ou c'était trop compliqué, pareil, à cause d'un problème de data. Ouais, ouais, il me semble que c'est un truc où il faut sauvegarder effectivement son portefeuille à l'ancienne, comme on le faisait sur le Bitcoin en 2013. Et donc, effectivement, les 24 mots en fait ne permettent pas de récupérer un compte, Alors, enfin une CBSV. ouais, c'est ce que je l'ai précisé pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, on parle pas de Bitcoin, hein, on parle de Bitcoin Satoshi's Vision, donc qui est un fork de Bitcoin, un hard fork. On n'a pas vraiment abordé les forks dans mon cours ou sur cette chaîne énormément. L'idée c'est simplement qu'il y a eu une déviation du protocole Bitcoin vers deux protocoles. Et du coup, c'est l'un d'eux. On va pas parler trop de Satoshi's Vision, même si c'est intéressant. C'est même un fork de BCH, Oui, d'ailleurs. c'est vrai que c'était un fork de Bitcoin Cash. Et du coup, il y a eu un fork par rapport à Bitcoin Cash pour la taille des blocs. Et Absolument. sans aller trop dans tout le débat des big blocks, small blocks, il y a eu un résultat, enfin, il y a eu quelque chose qui a émergé de toute cette probabilité de la scalabilité, qui est du coup le réseau Lightning Network. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est ce réseau éclair? Ouais, bien sûr. Bah, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Donc, le, la communauté Bitcoin a décidé que ce dont on avait besoin, c'est d'avoir Bitcoin comme base de monétaire décentralisée et sécurisée. Et ensuite, ben, pour tout ce qui est réseau de paiement ultra rapide, on va faire au-dessus. Et donc BCH dont tu parlais, Bitcoin Cash, eux, ils ont décidé de faire autrement et qu'il fallait avoir aussi le réseau de paiement on-chain et donc on augmente progressivement la taille des blocs, mais de manière un peu plus raisonnée que BSV. Donc c'est pas le choix qui a été fait sur Bitcoin. Je pense que personnellement que c'est pas que on a fait le bon choix sur Bitcoin. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un réseau de paiement au-dessus de Bitcoin. Et donc en l'occurrence, ce réseau de paiement, c'est le Lightning Network. Et donc comment est-ce qu'il fonctionne? Et ben l'idée c'est de ne pas faire toutes les transactions directement sur la blockchain Bitcoin, mais on va créer des canaux de paiement entre deux utilisateurs de Bitcoin. Et ensuite, une fois qu'on a créé ce canal de paiement, donc ce canal de paiement il est créé au moyen d'une transaction Bitcoin particulière, on va pouvoir s'échanger des Bitcoins sur ce canal dans les deux sens, autant de fois qu'on veut, sans faire apparaître ces transactions-là sur la blockchain. Donc on ne prend pas de place dans les blocs comme ça. Et un jour, éventuellement, si on en a marre d'utiliser ce canal, eh ben, on peut le fermer avec une autre transaction Bitcoin particulière, une transaction de fermeture de canal. Et donc, ce que ça permet de faire, c'est plutôt que de faire, par exemple, si on fait 1000 transactions, eh ben, on va en faire une pour ouvrir le canal. On va faire nos 1000 transactions sur le canal et une deuxième. Et donc, on aura fait deux transactions Bitcoin pour en faire 1000 au total. Donc on économise pas mal de place sur les blocs et c'est ce qui permet au moins partiellement de faire scaler Bitcoin aujourd'hui. Très bien, très bien. Alors pour tous ceux qui aimeraient se renseigner davantage sur le Lightning Network, je pense pas qu'on allait devoir aller dans les détails techniques. Il y a vraiment
la ressource qui est à mes yeux la meilleure dans le milieu francophone, c'est ta formation, littéralement. C'est C'est gentil. c'est très clair, c'est propre, c'est des petites vidéos entre 7 et 20 minutes avec des infographies. Vous les retrouverez sur ta chaîne YouTube ou sinon directement sur le site Découvre Bitcoin, donc dans la section formation. On y a rajouté donc des quiz, des résumés, des ressources. Et après, si vous voulez utiliser le Lightning Network, bah, vous le savez, il y a la formation sur Umbrel pour plus un cas concret. Euh, j'ai plusieurs questions, donc on va aller un petit peu plus tech les gens, donc je suis désolé, mais c'est quand même des questions que j'ai importantes. Tu parles d'un système de scalabilité donc, qui consiste à retirer ou du moins bloquer les bitcoins pour une couche supérieure. Suite à ta super formation, il y a quand même eu un certain nombre de commentaires critiques de la part d'une personne qu'on connaît tous dans l'industrie qui s'appelle Pablo. Et c'est vrai qu'on n'entend jamais parler de son argumentaire dans l'écosystème, donc je me dis que ça peut être intéressant d'apporter ça pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas fermer les canaux parce que simplement on ne peut pas refaire des transactions on-chain à cause de l'explosion des frais potentiels et donc finalement on se retrouve avec un système qui est compliqué pour fermer les canaux et en plus de ça centralisé via des hubs on va dire de nœuds de routage bancaires. Je pense que tu vois un petit peu les Ouais, deux ouais, je vois. grosses négatifs qu'on a par rapport au Lightning. La question plus vague, ce serait quels sont vraiment les points négatifs du Lightning et les points qui pourraient faire que ça rate à l'heure actuelle. Bien sûr. Non, ouais, ouais. Moi, j'aime bien Pablo, même il est parfois virulent, Oui, parce que, bonjour Pablo, hein, d'ailleurs, si tu nous ouais, écoutes. salut Hein. Pablo. Parce que effectivement, en fait, il a une bonne compréhension de comment fonctionne Lightning et il met le doigt, c'est pas le seul, hein, mais il met le doigt là où ça fait mal et où effectivement il y a des problématiques réelles. La première, effectivement, c'est le fait que euh, des bitcoins qu'on a dans un canal Lightning, même s'ils sont de mon côté du canal, donc que c'est les miens, c'est pas autant les miens que si je les avais vraiment sur une adresse Bitcoin sur la chaîne. Parce qu'ils sont encore, du point de vue de Bitcoin, sur une adresse multisignature que je co-contrôle avec l'autre personne avec qui j'ai le canal. Euh, et donc, le problème, effectivement, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas fermer le canal parce que les frais de transaction sont énormes. Et donc, effectivement, je me retrouve ou bien enfin, comment dire? En fait, je peux toujours le fermer, le canal. Mais bah, par exemple, on pourrait imaginer que les frais de transaction sont tellement énormes qu'ils représentent toute la valeur du canal. Ou bien, en fait, je peux le fermer, mais je peux essayer de le fermer, mais au final, il n'y a même pas assez dans le canal pour payer les frais de transaction. Donc là, on parle de cas qui concrètement sont très loin de se présenter aujourd'hui. Mais c'est par exemple ce qui fait qu'on recommande d'éviter d'ouvrir des canaux qui sont trop petits. Parce que par exemple, aujourd'hui, rien ne t'empêche d'ouvrir un canal de 10 000 Satoshi. Mais le problème, c'est que si tu ouvres un canal de 10 000 Satoshi, si dans 10 ans, ou même dans 5 ans, les frais de transaction sont à 12 000 Satoshi pour fermer le canal, bah tu vois qu'en fait, tu peux même pas fermer ton canal parce qu'il n'y a même pas assez de canal pour payer les frais. Donc alors, tu peux toujours ensuite utiliser augmenter les frais de transaction avec, par exemple, ce qu'on appelle Child Pay for Parent, et donc du coup, dépenser l'UTXO avec une autre transaction pour augmenter les frais de transaction. Mais au final, du coup, c'est pas intéressant parce que tu vas juste payer des frais de transaction pour fermer un canal et rien récupérer. Donc il y a cette problématique-là. Et effectivement, il faut pas être hypocrite. Les bitcoiners, fondamentalement, pensent que les frais de transaction vont augmenter et qu'il va y avoir comment dire, que le block space, l'espace dans les blocs, va être un marché de plus en plus âprement disputé et que donc les frais de transaction vont augmenter. Et c'est même la base du modèle de sécurité à long terme de Bitcoin où on espère que les frais de transaction vont augmenter pour permettre de continuer à rémunérer les mineurs, même une fois que il n'y aura plus de nouvelles récompenses de blocs. Parce qu'à chaque halving, les récompenses sont divisées par deux. Euh, donc il y a ce côté-là, effectivement. Où effectivement, à très long terme, il est pas idiot, je trouve, de considérer que ça puisse commencer à devenir compliqué pour fermer des canaux de taille petite, moyenne. Comment est-ce qu'on peut corriger ça? Alors, il y a plusieurs pistes qui sont envisagées. Euh, on peut envisager, parce que donc, le nerf de la guerre, c'est de réussir à tout faire tenir dans les blocs. Et donc, on peut envisager de faire du batching, donc de batcher les ouvertures et les fermetures de
Mais donc ça, c'est très bien pour une entreprise ou une entité qui a besoin d'en fermer beaucoup, d'en ouvrir beaucoup. Ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est que plusieurs personnes puissent se réunir sans confiance, idéalement, pour ouvrir ensemble plusieurs canaux, un chacun, et fermer ensemble plusieurs canaux, et où il faudrait que les frais de la transaction qu'ils font à 10 soient moins élevés que de faire 10 transactions d'ouverture, transactions de fermeture. Donc ça, c'est une possibilité, donc une espèce de, je sais pas, on pourrait dire que c'est du CoinJoin un peu, et je sais pas du tout honnêtement si c'est possible, si c'est déjà recherché. L'autre possibilité, c'est qu'à long terme, on peut considérer augmenter la taille des blocs éventuellement. De manière légère, maîtrisée. À un moment, on en a vraiment besoin. Pourquoi pas en 2040, si vraiment les ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde, si le Raspberry Pi peut tenir largement et qu'il n'y a pas de problème, qu'on a des disques durs de 10 Tera qui sont à 50 balles, enfin pardon, à 2500 Satoshi en 2030, pourquoi pas augmenter la taille des blocs à ce moment-là, si c'est vraiment OK du point de vue technique. Donc ça c'est le point, voilà, en fait, les bitcoins sur Lightning, ils sont pas autant à toi que des bitcoins sur la chaîne Bitcoin. Et l'autre point qui est souvent adressé par des personnes sceptiques vis-à-vis de Lightning, c'est la centralisation du réseau. Parce que c'est-à-dire que Lightning, c'est un réseau de canaux de paiement qui permet, en fait, le côté réseau permet de faire que t'es pas obligé d'avoir un canal Lightning direct avec quelqu'un que tu veux payer. Tu vas pouvoir passer par des nœuds intermédiaires, et donc tu vas pouvoir passer par plusieurs canaux, dont des canaux qui ne sont pas les tiens, jusqu'à atteindre ton destinataire. Et donc les nœuds au milieu, ils prélèvent un petit frais, mais voilà, ils vont acheminer ton paiement jusqu'à la bonne destination en utilisant ce qu'on appelle le routage en oignon, qui a une formidable fonctionnalité qui est de garantir un certain niveau de confidentialité. C'est-à-dire que chaque nœud intermédiaire, il ne sait pas qui est la personne qui a fait le paiement au début, et il ne sait pas qui est le destinataire final. Il sait juste que la personne précédente qui l'a envoyé, c'est ce nœud-là, et le nœud suivant, c'est celui-ci. Et il ne sait pas plus que ça. Et donc ça, c'est intéressant. Et c'est ce qu'utilisait par exemple pour Tor, le routage en oignon. C'est à peu près la même idée. Mais par contre, le gros inconvénient, c'est que c'est le nœud qui fait le paiement, donc qui envoie les sous, qui doit calculer l'intégralité de la route. Et le problème, c'est que c'est des calculs de route qui ne sont pas déterministes, qui sont probabilistes, parce qu'on ne connaît pas exactement la répartition de la liquidité dans les canaux, ce genre de choses. Alors là, je vais un peu dans les détails. T'inquiète, tu peux. Et du coup, c'est des calculs qui sont déjà des calculs de meilleure route, c'est des algorithmes qui ne sont pas toujours très efficaces en termes de temps de calcul ou en termes vraiment computatoires, quoi. Et en plus, si on rajoute une couche de probabilité, donc c'est-à-dire, on va dire, il y a tant de chances à peu près, on pense que vu la taille totale du canal, on ne sait pas exactement où est la liquidité à l'intérieur, mais il y a de bonnes chances qu'il y en ait assez du bon côté. Si on rajoute cette couche probabiliste, ça rend les choses encore plus compliquées, et donc c'est pour ça que parfois, on va essayer 1, 2, 3, 4 routes différentes avant d'enfin en trouver une qui marche en pratique pour faire un paiement à un autre nœud du réseau auquel on n'est pas directement. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que les nœuds, pour pouvoir trouver des routes, ils doivent avoir en mémoire une carte du réseau, la topologie du réseau avec un certain nombre de nœuds et de canaux. Ils ne vont pas tous les avoir, pas forcément, mais il faut en avoir autant que possible. Enfin, plus t'en as en tout cas, et plus t'as de chance, a priori, de trouver des routes et de trouver des routes qui marchent bien. Mais ça aussi, à mesure que le réseau grandit, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. Et à mesure que le réseau grandit, ça devient de plus en plus compliqué de trouver une route, encore une fois, du point de vue calcul. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que naturellement, il va y avoir une tendance à avoir des hubs qui vont se former, c'est-à-dire des nœuds un peu centraux dans le réseau, des points de centralisation, et qui sont des nœuds qui sont très bien connectés à plein d'autres nœuds dans le réseau, avec des canaux en général relativement gros, avec pas mal de liquidité, avec éventuellement de la liquidité qui est au bon endroit assez souvent, etc. Et donc en fait, les paiements vont naturellement avoir toujours passer par les mêmes nœuds centralisés, les mêmes hubs. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup. C'est un peu contraire à l'éthique de Bitcoin d'avoir des points de centralisation.
Donc il y a plusieurs choses. Donc effectivement, c'est un problème, mais un problème qui est relatif. Euh, Parce que d'une part, avoir de la centralisation, un peu de centralisation localement dans le réseau, c'est quelque chose qui permet aujourd'hui de router les paiements de manière plus efficace. Euh, donc quand on fait un réseau de paiement, on veut qu'il soit un peu efficace. Donc en fait, aujourd'hui, ces hubs permettent effectivement d'acheminer les paiements comme on l'expérimente aujourd'hui. Donc c'est-à-dire à pas avoir toujours des galères pour trouver des routes, etc. Euh, donc c'est un compromis qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on le fait sur un layer supérieur à Bitcoin et pas sur Bitcoin. Tout l'intérêt des layers, c'est qu'on peut faire des compromis dessus euh, sans impacter la chaîne principale. Donc ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un compromis. Demain, moi, mon espoir, c'est qu'on soit obligé de faire un compromis, que le compromis soit peut-être un peu moins important. Euh, et donc pour ça, il y a différentes pistes. Et l'une d'entre elles, c'est par exemple des protocoles de routage des paiements alternatifs comme End Routing, qui pourrait être une alternative à- au routage en oignon et qui a priori qui est intéressant du point de vue de la centralisation. Il permettrait voilà, de calculer les routes de manière plus efficace et donc d'avoir moins de hubs. Et puis le dernier point aussi, c'est que même s'il y a des hubs, le problème de la centralisation, c'est si un jour l'un des points centraux, soit il se passe un truc, il y a une coupure d'électricité, il devient hors ligne, et donc on peut plus passer par lui, et donc en fait on se retrouve bloqué parce qu'on n'avait pas de trou. Ou bien même il devient malveillant, et donc il commence à dire, moi maintenant, si vous voulez passer, il va falloir payer des gros frais. Donc, dans tous ces cas-là, on peut toujours construire de nouvelles routes, donc de nouveaux canaux, pour passer par ailleurs. Donc si des nœuds commencent à se comporter mal, on peut toujours ouvrir de nouvelles routes et passer par ailleurs. La seule problématique à avoir en tête, c'est effectivement les frais de transaction sur la blockchain Bitcoin, puisqu'on paye des frais de transaction sur Bitcoin quand on ouvre des canaux. Et donc c'est quelque chose qu'effectivement il faut garder en tête, c'est-à-dire que des acteurs malveillants pourraient se placer dans une position centralisée sur le réseau Lightning et tirer parti d'une augmentation des frais de transaction Bitcoin pour limiter la possibilité qu'on aurait à passer par d'autres nœuds clés là. Ok, nickel. Bon, merci, t'as réussi à faire les 3 Ouais. points en tirade. J'espère que vous avez tous compris, vous avez 3 heures. Non, c'était nickel. J'ai 2 petites questions que tu peux peut-être répondre rapidement. Est-ce qu'on a besoin de fermer nos nœuds? Parce que du coup, pour le problème de on peut pas fermer nos nœuds, est-ce qu'on a vraiment un intérêt à fermer nos nœuds ou est-ce que finalement c'est un problème? Dans tous les cas, tous les problèmes que tu as dit, c'est des problèmes un peu de riches, enfin de riches dans le sens où c'est des problèmes, ça veut dire qu'on a réussi. Ça veut dire que Lightning est adopté de façon drastique et ça veut dire que le marché de l'espace dans les nœuds Bitcoin est tellement utilisé qu'on ne peut pas rajouter des petites transactions. Donc ça veut dire qu'on a quand même bien évolué sur l'adoption de masse de Bitcoin. Donc question numéro 1, est-ce que c'est obligé de fermer les canaux ou quel est le danger si finalement on ne ferme pas les canaux? Est-ce qu'on a besoin de fermer un canot en règle générale? Non, pas toujours. Il y a certaines personnes qui vont dire d'ailleurs que le mieux c'est d'éviter absolument, enfin de ne les fermer qu'en dernier recours. Mais il y a quand même tout un cas de configuration où tu as besoin de fermer un canal. Et la plus simple d'entre elles, c'est si le nœud en face ne répond plus. Donc ça peut être plein de raisons. Sur Internet, coupure d'électricité, il a plus envie de répondre. Enfin, bon, voilà. Et donc à ce moment-là, ton seul moyen de récupérer tes fonds, Ouais, c'est de fermer. c'est de fermer le canal. Et donc tu vas les récupérer on-chain. Et sinon, c'est juste des fonds que tu as qui sont bloqués, que tu peux pas utiliser. Donc c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même conserver la possibilité de fermer les canaux. Parce que sinon, voilà. Sinon Non, c'est... non, je suis pour continuer à ce qu'on puisse Non, les non, mais fermer, voilà. hein. Mais c'est C'est vrai une que très bonne question. c'est une question que j'ai souvent des viewers. Bien sûr. Il y a un autre thème que j'aimerais aborder, enfin, qui se rassemble avec le hub, c'est la vie privée. Enfin, c'est un peu différent, puisque centralisation et vie privée, c'est bon, c'est indirectement lié. Est-ce que le Lightning Network permet d'être plus anonyme que Bitcoin et quel est le pouvoir de ces hubs pour peut-être analyser ou pas les datas qu'ils pourraient tirer? Donc on sait qu'il y a des sociétés de chain analysis sur Bitcoin qui tracent tout, qui surveillent tout, surtout si vous utilisez du KYC. Quand on est sur Lightning, c'est un système complètement différent. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, ces hubs, comme comme on fait un système de routage en oignon, quand on route une transaction, pour que vous sachiez, on sait uniquement l'information qui arrive et qui ressort, mais on ne sait pas si c'est la personne qui a envoyé le paiement ou quelqu'un avant, et on ne sait pas si la personne qui va recevoir notre envoi, donc notre routage, est la personne finale ou pas. Euh,
Tu me dis si je fais une erreur, mais théoriquement, donc c'est ça. C'est-à-dire que nos hubs, finalement, ils n'ont pas autant de pouvoir de traçage que sur que les mineurs pourraient avoir ou que du moins les chain analysis peuvent avoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, de la vie privée sur Lightning Network? Ouais, bien sûr. Bah, pour répondre déjà à ta question, est-ce que Lightning c'est plus privé que Bitcoin? Moi, ma réponse à ça, c'est ça dépend comment tu utilises Lightning et ça dépend comment tu utilises Bitcoin. Euh, donc, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, sur Bitcoin, par défaut, tout est transparent. On enregistre les transactions dans un registre commun et elles sont visibles par tout le monde. Et donc maintenant, ce qu'on a sur Bitcoin, c'est des outils supplémentaires pour essayer de rendre complexe l'interprétation des transactions. Parce que finalement, quand on parle de vie privée, ce qu'on va vouloir simuler, c'est par exemple combien est-ce qu'on a au total. Typiquement, ça c'est une information dont on n'a pas envie qu'elle soit connue. Et donc, puis il y a d'autres types d'informations, c'est qui paye qui, voilà, typiquement. Donc aujourd'hui, les problèmes sur Bitcoin, c'est qu'effectivement, si on achète des Bitcoins KYC, donc ça veut dire qu'on passe par un exchange et que l'exchange a notre identité, et qu'on retire ces Bitcoins, l'exchange, il sait que vous avez retiré tel montant sur telle adresse. Donc il a la transaction de retrait. Et à partir de là, c'est facile de tracer les Bitcoins d'adresse en adresse sur la chaîne Bitcoin. Et donc ensuite, avec ce qu'on appelle des heuristiques, donc c'est des probabilités en fait. Par exemple, s'il voit que donc vous avez retiré les Bitcoins sur une adresse donnée, et ensuite vous réenvoyez le montant total sur une autre adresse, bah ça c'est quelque chose que on va dire c'est probablement un envoi à soi-même. Euh, Parce que finalement on t'envoie tout. Et dans la pratique, en général, quand tu payes quelque chose, que tu envoies de l'argent, bah t'as pas déjà pile l'UTXO qu'il faut, pile le bon montant. Euh, donc voilà, typiquement ça c'est le cas le plus simple. Pareil, ensuite il y a d'autres méthodes pour savoir si quand tu fais une transaction, euh, quelle partie est ce que tu envoies à quelqu'un d'autre sur Bitcoin et quelle partie est-ce que c'est ton change, donc ce que tu renvoies à toi-même. Bah, typiquement, s'il y a un montant rond, en général, le montant rond, c'est ce que tu envoies à la personne pour payer. Ou un autre exemple, c'est quand il y a des scripts qui sont mixés, donc c'est-à-dire tu envoies depuis une adresse qui commence par BC1 et ben, normalement ton adresse de change, ça va être une BC1 aussi. Et donc si tu as deux outputs dans la transaction, un qui commence par 3 et un qui commence par BC1, on sait que tu as payé sur l'adresse par 3, donc celle-là, elle n'est pas à toi. Et donc on peut traquer ce qui te reste et donc continuer à traquer tes bitcoins à toi parce qu'on a identifié l'adresse de change. Voilà, ce genre de choses. Et donc il y a des outils comme les actions jointes, donc CoinJoin, qui permettent de briser un peu ces calculs de probabilité en faisant des transactions où il y a plusieurs personnes qui font une transaction ensemble avec des UTXO qui font toutes le même montant et chacun récupère son UTXO après sur une nouvelle adresse et donc c'est impossible euh, de déterminer avec certitude ou même avec un degré de probabilité élevé quelle est la nouvelle adresse qui correspond à cette UTXO. Donc à partir de là, les sociétés d'analyse de chaîne ont beaucoup plus de mal à déterminer ce que tu fais de tes bitcoins ensuite. Par contre, si tu as un KYC, quelqu'un qui vient taper à la porte de l'exchange sait toujours combien tu as de bitcoins. Euh, En tout cas en sortie de l'exchange. Et après, ils savent pas si tu les as dépensés ou si tu les as encore, si tu as mixé. Donc ça, c'est pour la partie on-chain. Donc par défaut, c'est relativement peu traçable, surtout maintenant que beaucoup de bitcoins sortent de façon KYC au travers des exchanges. Parce qu'à la base, c'est relativement, enfin à la base en fait, tout était pseudonyme derrière les adresses et on pouvait pas, il manquait les métadonnées pour attacher les noms et maintenant ces métadonnées sont de plus en plus disponibles donc sur les bases de données des exchanges et donc etc. Il y a toutes ces problématiques. Sur Lightning, c'est différent parce que quand on fait une transaction Lightning, donc quand des fonds sont déplacés dans un canal, en fait, il n'y a que deux personnes qui sont au courant, c'est les deux parties prenantes du canal. Et c'est tout l'intérêt de Lightning, c'est que plutôt que de faire comme Bitcoin où on diffuse la transaction à tout le monde, bah là, on va juste la dire localement entre les deux personnes qui sont concernées. Donc, a priori, on a envie de dire qu'effectivement, Lightning est plus confidentiel que Bitcoin. D'autant plus qu'on a le routage en oignon, qui, comme tu l'as dit, signifie qu'un nœud intermédiaire, un nœud de routage, ne connaît pas l'émetteur et le destinataire du paiement, et c'est qui est le nœud juste avant et qui est le nœud juste après, et ça pourrait être très bien des nœuds intermédiaires.
donc d'autres routeurs comme lui. Euh, Par contre, ce qu'on a vu, c'est que quand on fait un paiement, on va essayer de le faire passer par une route, mais cette route, on n'est pas sûr qu'elle va marcher. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, j'ai identifié une route. Donc, les algorithmes qui essayent de trouver des routes à travers le réseau pour acheminer un paiement Lightning d'un point A à un point B, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'ensemble des routes qui peuvent marcher, et ensuite, en fonction de différents paramètres, ils leur attribuent une probabilité que cette route va marcher. Et ensuite, ils essayent dans l'ordre. Parfois, il y a un peu d'aléatoire qui est mis, mais globalement, c'est l'idée. Et, euh, et donc, on commence par la route 1. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye vraiment d'envoyer le paiement au travers de la route 1, avec ce qu'on appelle des HTLC. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une vidéo sur le sujet. Chapitre 8. Ouais, je crois. Ouais. Je les connais par cœur. On voit que tu as fait les quiz. Et donc, en fait, on va vraiment envoyer la transaction. Et, euh, et donc, cette transaction, elle va partir. Donc, mettons que je vais envoyer 20 000 Satoshi, identifier une route, et je commence à la faire partir. Toc, toc, toc. Et elle n'arrive pas au bout. Et comment je sais qu'elle n'arrive pas au bout? C'est parce que le nœud, il y a un nœud à un moment donné qui n'avait pas assez de liquidité de côté pour pouvoir continuer à propager le paiement. Et à ce moment-là, il va me retourner une erreur. Et dans cette erreur, il va me dire, bah, j'ai pas assez de fonds. Je peux pas continuer. Et donc, bon, moi, je suis un peu deg. Mon paiement, il n'a pas passé par cette route. Donc, je vais devoir initier une note. Mais par contre, j'ai appris quelque chose sur l'état d'un canal qui ne m'appartient pas. Ce que j'ai appris, c'est qu'un tel, sur son D'accord. canal avec tel autre, parce que je sais, comme c'est moi qui calcule la route initialement, j'ai une idée très précise de par où est passé mon paiement. Et donc je sais que sur tel canal entre lui et lui, bah, il n'y a pas 20 000 Satoshi, il y en a moins du côté de celui qui m'a envoyé le message pour me dire que ça passait pas. Et donc ce que peut faire un nœud, et notamment un nœud très bien connecté, donc un hub, c'est faire ce qu'on appelle du sondage, donc on parle de probing en anglais. Et donc, c'est-à-dire envoyer plein de petits paiements et donc voir où est-ce qu'ils ratent. Donc, c'est des faux paiements. Euh, et donc, plus il est bien connecté et plus il va pouvoir sonder de manière extensive le réseau. Et donc, effectivement, quelqu'un peut apprendre, ça paraît contre-intuitif, mais peut connaître de manière plus ou moins approximative la répartition des fonds dans un canal donné et dans un canal public donné. Et, euh, et il peut du coup reconstruire, s'il analyse comme ça tous vos canaux publics, votre solde total sur Lightning. Mais donc c'est votre solde public. Parce que donc j'ai oublié d'en parler, mais effectivement il y a deux types de canaux, ce qu'on appelle public et privé. Alors en vrai les canaux privés sont pas vraiment privés. Ce que ça veut dire c'est que quand on ouvre un canal sur Lightning, on fait une transaction Bitcoin. C'est une chose. Et ensuite, sur Lightning en lui-même, il y a les nœuds discutent entre eux, Lightning, et on peut annoncer l'ouverture. Donc ça permet aux autres nœuds d'en avoir connaissance et de l'ajouter dans leur carte du réseau Lightning. Et on peut aussi décider de ne pas le faire. C'est ce qu'on appelle les canaux privés. Donc c'est des canaux qui ne sont pas annoncés. Et l'avantage, c'est que du coup, ils vont pas être utilisés pour router des paiements. D'autres personnes, les autres nœuds ne le connaissent pas. Et donc, ils vont être sur aucune route publique. Donc c'est utile, par exemple, si vous avez envie de garder ce canal pour votre usage personnel et qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui utilisent la liquidité du canal. Voilà, ça peut être un cas d'utilisation. Notamment, beaucoup de services Lightning utilisent des canaux privés, donc des entreprises, hein, parce que voilà, ils ont besoin d'avoir des canaux avec la liquidité où ils ont envie qu'elle soit pour faire la business. Et donc ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile à sonder. Voilà, je pense que c'est possible aussi. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a Anthony Roning, un long papier qui prend une demi-heure à lire, je crois, sur la vie privée, enfin la confidentialité de Lightning Network, que j'avoue, j'ai pas encore eu le temps de lire. Pourtant, ça fait des mois qu'il a sorti, donc il faut sur ma liste de lecture depuis, mais il y a d'autres trucs qui passent au-dessus parfois. Donc voilà. Mais je pense je pense qu'il faut le lire. Là, honnêtement, moi, je t'ai exposé ma compréhension de la vie privée sur Lightning. Je pense que lui, il a pas mal du coup tenté des trucs, il a pas mal expérimenté pour voir ce qu'il arrivait à avoir comme info en se mettant dans le rôle d'un attaquant, on va dire. Donc je pense que c'est une lecture intéressante de ce point de vue-là qui doit plus rentrer dans les détails que ce que j'ai.
là. Nickel, bon, on le mettra dans la description, tu me l'enverras, et puis on va tous le lire, et on en parlera à l'entonnoir du Bitcoin un de ces jours, hein, Voilà, évidemment. ça marche. Ok, c'est super l'idée du sondage, je savais pas qu'on pouvait faire ça, enfin je m'étais déjà imaginé des systèmes un peu pareils, mais donc c'est bon, enfin c'est bon et pas bon de savoir que du coup ça existe et qu'il faut se protéger. On l'a pas dit, on va peut-être pas aller dans les détails, mais n'oubliez pas non plus que comme c'est une transaction on-chain, on peut analyser ça, et Taproot peut permettre et va permettre théoriquement de cacher ça ou d'offusquer, pour permettre donc qu'on ne sache pas quand quelqu'un ouvre ou ferme un canal Lightning. Et donc si on fait du Taproot en batching, ce sera encore mieux. Pour vous donner une idée et surtout pour expliquer que la vie privée c'est une course du chat et de la souris clairement, enfin c'est Andrés qui le dit, tout le monde le dit. Donc il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses pour s'améliorer. Mais de ce on est d'accord, c'est si tu utilises Bitcoin de façon absolument pas anonyme, il vaut mieux utiliser quand même Lightning d'un point de vue vraiment noob basique. Il n'y a pas des Ouais. noobs, mais dans l'idée. Et j'irais même plus loin, c'est que c'est la confidentialité entre Lightning et Bitcoin, elle est, je sais pas si c'est un bon terme, mais elle est composable. C'est-à-dire que euh, si tu utilises si tu coin join tes coins imaginons, tu fais une ouverture de canal en faisant en même temps une transaction jointe Mhm. sur le Bitcoin. Enfin voilà, un truc un peu stylé comme ça. Mais du coup, par défaut, tu accrois en même temps la confidentialité de tes fonds sur Lightning. Donc, les deux sont liés en fait. Si tu as une bonne confidentialité sur Bitcoin, que tes coins sont mixés, etc., tu accrois d'autant ta confidentialité sur Lightning. Euh, Parce qu'effectivement, Lightning à la base, c'est quand même rien de plus qu'une transaction Bitcoin. Ouais. J'ai une autre question un peu plus particulière. KYC sur un full node, comment ça pourrait se passer? Est-ce que ça peut exister? Est-ce que tu as déjà entendu parler que ça existe? Je me pose juste la question parce que du coup, tu peux devenir un nœud de routage, comme on en a déjà parlé assez longuement sur la chaîne, ou du moins je suis en train d'en parler assez longuement en ce moment que je shoot. Simplement parce que donc, quand on met de la liquidité dans Lightning Network, on se connecte avec beaucoup de gens, on a parlé des hubs, ces gens vont être récompensés avec de l'argent, donc potentiellement on appelle ça des nœuds de routage et ça peut être super intéressant parce que tu as un revenu passif qui tombe. Si vous êtes un peu dans la finance, vous comprenez qu'en fait ce que je viens de décrire c'est Visa et Mastercard, littéralement. C'est des gens qui font de la liquidité et du paiement entre deux acteurs. Ces gens sont régulés, ils tracent tout, ils analysent tout. Avec Bitcoin, on vient de voir que l'analyse n'était pas la même. Par contre, la question c'est est-ce que tu crois, et c'est plus philosophique, juridique et peu importe, hein, qu'à un moment, l'État ils vont dire non, mais en fait, les nœuds de routage, vous devez être régulés, vous devez avoir des licences de money transiter, comme on le voit aux US, vous devez KYC, vous n'avez pas le droit de rerouter des paiements qui sont à plus que 1000 euros sans avoir la pièce d'identité de la personne qui a envoyé, même si c'est pas possible. Tu sais bien qu'ils sont capables de faire un truc aussi bête que ça dans une loi, quoi. C'est quoi un peu ton point de vue? Est-ce que tu as de l'expertise ou des choses à nous dire là-dessus? Déjà, certains États vont le faire ou essayer de le faire, ça, Ouais, ils vont pas trop essayer, c'est de, sûr. il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et ensuite, est-ce que c'est possible? Oui. Parce que donc sur Lightning, en même temps qu'un paiement, tu peux faire passer du texte arbitraire. Enfin, il y a un champ où tu peux vraiment écrire ce que tu veux. Donc en général, c'est utilisé comme pour mettre, je sais pas, pourquoi tu fais le paiement par exemple. Tu sais, c'est comme sur Lydia, quand tu rembourses Ouais, quelqu'un bien pour sûr. le burger, tu payes pour le burger, bah, tu peux faire pareil sur Lightning. Tu peux attacher du texte. Exemple Euh, concret, si vous scannez le QR code en bas de la page de Découvre Bitcoin et que vous mettez un petit texte, je le reçois directement sur le Discord en mode merci pour la donation. Et il y a Sphinx également, qu'on n'a pas encore abordé sur la chaîne, mais qu'on va aborder prochainement. D'ailleurs, je pense que c'est prochainement que je shoot celle-ci. Voilà, qui eux font une messagerie sur Lightning et utilisent des transactions Lightning pour propager des messages, effectivement. Et donc, on pourrait très bien imaginer qu'un nœud de routage donc refuse de processer, donc de continuer de répercuter une transaction Lightning d'un montant supérieur à, je sais pas moi, 100 euros, si il n'a pas l'identité de la personne. Et cette personne peut, par exemple, enregistrer son identité sur le site internet du nœud de routage. Imaginons que Visa rejoigne le réseau et ils ont un super site internet où tu peux t'enregistrer. Et là, il te donne un nom d'utilisateur, un numéro d'utilisateur que tu dois mettre dans tes paiements Lightning. Comme ça, ils savent que c'est toi. D'accord. Et ils t'auront demandé de KYC ton wallet Lightning ou ton nœud Lightning. Comme ça, ils peuvent aussi vérifier euh,
que le paiement vient de toi et puis qu'ils ont bien KYC. Enfin, donc c'est des choses qui sont possibles. On a eu un cas marrant au Salvador avec l'application Chivo Wallet où ils avaient fait ils avaient fait une connerie et en gros l'application dans ce champ de elle mettait le Ah oui. nom légal complet de la personne. Mm. Et donc il y a quelqu'un qui leur a fait remarquer mais vous êtes au courant. C'est une information enfin voilà que c'est visible du destinataire et de tous les nœuds intermédiaires. Non, pas de tous les nœuds intermédiaires, pardon, que du destinataire final. Enfin, voilà, c'est quand même. Les gens ils mettaient des screenshots, on voyait leur nom complet, etc. Et donc depuis, ils ont corrigé ça. Et d'ailleurs, maintenant, le texte, c'est plus le nom, prénom de la personne, c'est merci. Je sais plus qui c'est qui leur a dit, mais donc merci tel, voilà, pour le remercier. Donc maintenant, tout le Salvador le connaît, voilà, pour ça. Mais donc tu vois, c'est quelque chose qui est possible. Et éventuellement, on pourrait dire, ça pourrait devenir un requis. Et donc, si tu veux passer par des nœuds, voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et même, il y a aussi toute la partie KYC pour retirer tes fonds des exchanges via Lightning. Ouais, on a vu ça récemment, je me souviens, on en Avec parlait. TotalPay, ouais. Ouais. TotalPay qui demande de KYC ton propre nœud si tu retires. Alors, je sais pas exactement quels sont leurs algorithmes, enfin, comment est-ce qu'ils détectent que tu essayes de t'envoyer des bitcoins à ton propre nœud ou pas, parce que, notamment quand j'utilise parfois pour faire des paiements en ligne sur des commerces, ça marche très bien. Ils me demandent pas de KYC, donc je sais pas ce qu'ils détectent, s'ils détectent que c'est un BTCP serveur ou quoi que ce soit, mais voilà, effectivement, c'est quelque chose qui, je pense, viendra. Après, ils peuvent essayer de l'interdire, mais il y aura toujours des gens, voilà, Ouais. comme ça tourne sur Raspberry Pi, voilà, c'est comme Bitcoin en fait, hein, s'ils essayent de l'interdire, ça devient compliqué. Mais en fait, voilà, la différence, c'est qu'ici, c'est comme pour le minage un peu, hein. Il y a des efforts, enfin des tentatives de le réguler, de réussir à faire de la régulation. Donc avec notamment, on pense à Marathon qui avait commencé à appliquer les règles de la blacklist de l'OFAC. Donc c'est-à-dire qu'ils censuraient des transactions vers des adresses qui étaient dans la blacklist. Mais on voit que ça n'a pas duré longtemps. Après, eux, ils l'ont fait de manière proactive. Donc ils n'avaient pas de demande du régulateur particulière. Mais voilà, je pense que ça viendra, qu'effectivement, il y a des pays où peut-être que pour opérer, opérer de manière officielle un nœud Lightning, il faut une licence. Et qu'il y a des chances que ce soit En France. des gros nœuds du réseau, hein, des hubs qui demandent ça. Mais on pourra toujours passer par ailleurs. Ouais, alors c'est ça qui est toujours important, hein, comme pour le comme pour le minage, on répète, ils vont essayer de bannir Bitcoin, je veux dire, ils vont pas rester les bras croisés, ils vont essayer de nous réguler un maximum, par contre ils peuvent simplement pas. Ce sera une question de comply ou pas comply et quelle alternative on essaie d'utiliser ou pas tout en respectant la loi si on décide de évidemment rien faire de criminel. Vous le savez, dans la chaîne on est pro loi, hein. Oula, j'ai perdu mes écouteurs. On est pro loi. Nickel pour Et ça. pardon, ouais, d'autant qu'un nœud Lightning qui tourne derrière un réseau comme Tor, par exemple, Ouais. à mon avis, c'est beaucoup plus difficile à localiser et donc à débrancher par une intervention de la police, par exemple, que du matériel de minage, où ça se voit sur des analyses thermiques, ça se voit sur l'analyse de la consommation électrique. C'est ça. Parce que du coup, si vous êtes quelqu'un qui a son nœud Umbrel, parce que les viewers ont souvent un nœud Umbrel chez soi, comme c'est par Tor, on ne peut pas le tracer. Donc on pourrait très bien simplement mettre son nœud Umbrel chez un ami et l'opérer depuis un autre pays. En soi, je veux dire, on n'est pas du tout limité. On ne doit pas être physiquement avec son nœud Umbrel. C'est important que vous le sachiez, parce que j'en ai jamais parlé dans aucune vidéo. Mais vous pouvez tous interagir avec Umbrel sans être sur votre ordinateur classique, hein. C'est important. Ouais, tout à fait. J'en ai suivi sur un autre angle d'attaque qui est du coup le paiement, parce qu'en fait on a parlé de tout sauf le paiement pour une technologie qui est censée être un réseau de paiement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Donc on sait qu'on a BTP Server qui peut permettre d'accepter Lightning Network, beaucoup de marchands le commencent, c'est vraiment la vocation du Lightning, hein, des microtransactions instantanées et sans frais. C'est généralement vers ça que vont aller les marchands, parce que quand tu achètes un café avec Bitcoin,
bah déjà, enfin, personne n'achète un bac à café, mais si vous achetez un bac à café avec Bitcoin, ou au El Salvador, quand je vais au Salvador là, pour la conférence, avec ton boss d'ailleurs, Ouais, pour la conférence donc, de Bitcoin Beach, on va dépenser des bitcoins naturellement, et du coup ça va être fait 100% avec Lightning Network, parce qu'on le sait, El Salvador a adopté Lightning et Bitcoin, mais tous les utilisateurs utilisent directement Lightning. Euh, J'aurais parlé plus de ce truc paiement. Est-ce que tu vois vraiment l'adoption du Lightning par les vendeurs, par les marchands, ou est-ce que pour toi ça va simplement être un réseau d'envoi entre bitcoiners et c'est pas non plus encore assez adopté ou assez pratique pour les marchands? Je dis ça parce qu'il y a le problème de la liquidité en fait, donc si vous me suivez, on parle en fait de la liquidité, qui doit être gérée dans le sens où tu peux accepter que si tu as de la liquidité entrante. Sauf que pour avoir cette liquidité entrante, bah, tu peux pas simplement mettre des fonds sur Lightning, tu dois mettre tes fonds plus exécuter certaines choses pour que les gens puissent te payer. Donc je sais pas si tu peux nous parler un peu de ça et des contraintes que les marchands ont actuellement et peut-être de quelques solutions. bien sûr. Ouais, ouais. Bah, tu l'as bien dit, sur Lightning, ce qu'on peut faire tout seul, c'est ouvrir un canal. Parce qu'à ce moment-là, tu as juste besoin de mettre tes fonds à toi et d'ouvrir le canal vers toi. Bon, il peut refuser, mais voilà, en général, il accepte, sauf dans certains cas. Alors que pour avoir de la liquidité entrante, il faut que tu aies quelqu'un qui ouvre un canal vers toi. Et donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et donc c'est une problématique pour les commerçants, parce que les commerçants, ils ont besoin de recevoir des paiements beaucoup plus que d'en envoyer. Euh, donc effectivement, c'est une problématique. Donc il y a plusieurs moyens. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une partie des commerçants, bah, c'est en appelant à d'autres personnes pour ouvrir des canaux vers eux. Donc sur Twitter, par exemple, est-ce que vous pouvez ouvrir un canal vers mon restaurant sur des paiements. Euh, euh, Typiquement aussi, si quelqu'un va à un restaurant toutes les semaines, bah, ça peut valoir le coup pour lui d'ouvrir un canal, ce genre de choses. Et puis après, il y a des services, donc des entreprises, hein, qui proposent euh, d'ouvrir des canaux vers moi, vers toi, et contre une petite commission. Mais aujourd'hui, voilà, typiquement, alors LNB, c'est vraiment une entreprise, mais la dernière fois que je l'ai fait, tu peux ouvrir un canal de 2 millions de Satoshi. Donc tu as LNB qui ouvre un canal vers toi avec 2 millions de Satoshi du côté de LNB pour quelque chose comme 6000 Satoshi. D'accord. Donc tu vois, c'est pas très cher. Alors après, ce qu'ils disent bien sur leur site chez LNB, c'est que ils se réservent le droit de le fermer s'ils voient qu'il n'y a pas d'activité, ce genre de choses. Parce que du coup, eux, ça leur fait des fonds bloqués. Mais finalement, c'est pas si cher que ça. Et donc c'est un bon moyen d'avoir de la liquidité entrante. La problématique, c'est que si ça va que dans un sens, ben ensuite, comment est-ce qu'on fait? Donc, au bout d'un moment, mettons que j'ouvre un canal de 2 millions. Au bout d'un moment, donc les fonds, ils vont depuis LNBig vers moi, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de fonds côté LNBig et tout est de mon côté. Mm. Donc, comment est-ce que je fais à ce moment-là? Parce que ça veut dire que si tout est de mon côté, moi, je peux envoyer beaucoup, mais je peux plus. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y en a une, c'est fermer le canal. On en parlait au début. C'est un des cas où effectivement on peut juger que c'est pertinent de fermer le canal. Ça permet de récupérer les fonds on-chain et ensuite éventuellement d'en rouvrir un pour recommencer à accepter les paiements dans le bon sens. On peut aussi essayer de rééquilibrer le canal, donc c'est-à-dire de déplacer les fonds en restant sur Lightning, en gardant le canal ouvert en tout cas. Il y a différents moyens de faire ça. Il y a des moyens où c'est vraiment sur Lightning, les fonds via d'autres canaux pour qu'ils soient du bon côté de nouveau. Euh, Ça marche plus ou moins. Et il y a d'autres moyens qui sont de faire des, des swaps, on va dire. Donc notamment le plus connu, enfin l'un des plus connus, c'est Loop, qui permet en gros d'envoyer les bitcoins sur Lightning jusqu'au un des nœuds de Lightning Labs, qui opère un service qui s'appelle Loop. Et donc ensuite, eux, ils vont récupérer les bitcoins et vous renvoyer le même montant modulo petite commission on-chain. Et donc ça vous permet de garder le canal ouvert. Et donc les fonds, ils sont repassés du bon côté dans le canal et vous avez récupéré les fonds on-chain. Ça permet de faire la même chose que de fermer le canal et de le rouvrir, mais sans faire la fermeture puis la réouverture. Mm. Et in fine, ça dépend de la commission que prend Lightning Labs, mais ça peut permettre d'économiser des frais. Et en tout cas, ce que ça permet de faire un peu sûr, c'est d'économiser de la place sur la blockchain, Ouais. puisqu'on fait une transaction de moins. Ok. Voilà. Donc il y a ces problématiques-là, effectivement. Et quand tu es un commerçant, t'as pas forcément envie de devoir gérer ça. Et donc il y a deux trucs. D'une part, aujourd'hui,
enfin de plus en plus, quand tu compares aujourd'hui le niveau d'automatisation de certains wallets Lightning comparé à il y a 2 ans, ou même il y a un an, je pense à Phoenix par exemple, ou à Breeze, c'est fou quoi, les trucs qui t'ouvrent des canaux pour toi, ils gèrent l'ouverture des canaux à ta place. Euh, et alors qu'avant tu devais tout gérer toi-même. Et donc on peut imaginer que plus tard ça soit encore plus automatisé et que t'es vraiment plus à gérer quoi que ce soit. Donc, j'imagine un utilisateur lambda, donc il découvre Bitcoin bien, enfin, il n'y a pas de bien trop tard, il n'est jamais trop tard pour découvrir Bitcoin, mais d'un coup, ok, il se dit, bon, bah vas-y, ça m'intéresse bien, j'ai acheté mes 4000 euros de Bitcoin, j'ai envie de mettre 1000 euros sur le Lightning, je télécharge Phoenix, je balance 1000 euros dessus, automatiquement, Phoenix va garantir une stabilité, une connectivité, pour qu'il n'y ait jamais un seul souci utilisateur. C'est à peu près ça, tu penses, le futur du portefeuille mobile? Ouais, alors donc la problématique, enfin, comment dire, du point de vue expérience utilisateur, je pense que on va avoir beaucoup de trucs comme ça, effectivement. Euh, voilà, ce qui se passe, c'est que tu envoies des fonds on-chain sur Lightning, son wallet Phoenix la première fois, et derrière, t'as pas idée de ce qui se passe, mais Phoenix, il réceptionne les fonds, enfin A5, du coup, l'entreprise qui gère Phoenix, Mhm. et ils vont te les mettre à disposition dans un canal de manière instantanée, ce qu'on appelle des turbo channels. Donc, c'est parce que pour de vrai, le canal il n'est pas instantané à ouvrir, mais bon, ils utilisent un petit trick pour te le cacher, et tu vas pouvoir utiliser Lightning directement. Euh, et ensuite, donc ils ont ouvert le canal pour toi avec assez de. Enfin, si tu ouvres, si tu reçois une quantité X de fonds sur ton Phoenix la première fois, bah, ils vont ouvrir un canal un peu plus grand, donc ça dépend, voilà. Et puis après, si tu as besoin de recevoir de nouveau des fonds sur Lightning et que les canaux existants sont pas assez grands, bah, ils vont te les ouvrir à la volée. Donc ils vont te l'ouvrir pour toi, t'as pas à le gérer. À chaque fois, ils prélèvent un petit frais qui est transparent, qui est affiché. Et c'est leur business model. Et d'un autre côté, donc il y a ça, il y a le fait que t'as pas à gérer tes canaux, ta liquidité. Euh, et donc ça te garantit que tu peux faire des paiements et en recevoir quand on a besoin. Mais c'est qu'une partie, parce qu'en fait, ce qu'il faut pour pouvoir recevoir ou envoyer des paiements quand on a besoin, c'est d'une part avoir la liquidité qu'il faut au bon endroit de ton côté, et il faut aussi que tu arrives à atteindre le nœud à qui tu veux faire le paiement. Et l'autre avantage comme Phoenix, c'est que comme ils ont des très gros nœuds, les nœuds A5, c'est les plus gros nœuds du réseau, Ouais. et ils sont très bien connectés, donc tu es à peu près sûr avec Phoenix de pouvoir atteindre n'importe quel nœud du réseau. Donc typiquement, moi quand j'utilise Lightning pour du paiement, dans des commerces. Pour acheter Je des commence par kebabs. essayer, pour acheter des kebabs par exemple, exactement. Je commence par essayer avec mon nœud et parfois ça marche pas. Et à ce moment-là, j'utilise Phoenix comme solution de secours parce qu'en fait, ça veut dire en général quand ça marche pas avec mon nœud, c'est que mon nœud n'arrive pas à trouver de route parce que voilà, il est pas suffisamment bien connecté. C'est pas Mais, un nœud énorme, quoi. mais j'ai une question. Imaginons, toi, tu serais connecté avec A5. Quelle serait la différence entre utiliser Phoenix ou ton nœud? Finalement, la liquidité, elle va aller de ton nœud vers A5, ou comme si ce serait Phoenix finalement, et de A5 vers le reste. C'est simplement parce que tu n'es pas connecté à A5 que ça marche pas, ou il y a quelque chose que j'ai mal compris? Non, non, par exemple, si effectivement j'avais un canal vers A5 D'accord, tu n'as pas. Ok, c'est parce que tu n'en as pas. et de la liquidité, donc en fait c'est pas un problème, mais c'est leur droit. A5, euh, eux, ils développent Phoenix et ils ont une problématique qui est effectivement, t'en parlais, les utilisateurs, ils doivent pouvoir faire des paiements rapidement, ça doit bien marcher. Et donc, du coup, ils sont exigeants sur les canaux que tu ouvres vers eux. Si tu as un D'accord. canal, si tu un nœud derrière Tor qui met un peu de temps à répondre, par exemple, bah, ça veut dire que les paiements, ils vont mettre un peu de temps à se faire. Et donc, eux, c'est leur droit. Ils vont notamment, ils vont refuser déjà les canaux en dessous d'un certain montant. Si tu essaies d'ouvrir un canal en dessous d'un certain montant, il va pas être accepté de manière automatique. Et ensuite, même si tu ouvres un canal avec un certain montant, ben, ils vont te laisser une chance, on va dire. Mais je pense que c'est automatique de leur côté, hein, je sais pas exactement comment c'est fait, mais euh, ça arrive régulièrement que A5 ferme le canal avec quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est parce que voilà, ils ont des contraintes de leur côté, des exigences par rapport aux nœuds avec qui ils se connectent. Ils peuvent pas se permettre d'avoir des nœuds qui répondent pas, ou bien quand je pense qu'il y a
quand ils essayent de faire passer un paiement par ton nœud, si au bout de, je sais pas, 10 fois ça marche pas, bah, ils vont se dire, ok, ce nœud-là, il est pas bien connecté, ou bien il est hors ligne, on sait pas, et donc on va fermer le canal. Parce que comme ça permet de récupérer les sous aussi. Mais donc effectivement, si j'avais un canal à VR5, a priori, parce qu'il utiliserait la même route au final. Ouais, ok, très bien. Nickel, super. Intéressant pour moi parce que j'ai du coup un canal avec A5, donc ils m'ont laissé ouvrir. Merci beaucoup A5. Faudrait peut-être que je regarde si, si j'ai bien tout fait pour pas me faire niquer, enfin pour pas me faire éjeter. Comment on dit? Éjecter. Merci. Nickel. Après, je dis ça, mais ça fait longtemps moi que. Donc ça se trouve maintenant ça marche. Enfin, comment dire, maintenant ils sont peut-être plus souples. Peut-être que c'était autre chose, d'autres problèmes, je sais pas. Ouais, bah, je les avais vus aux 10 ans de Premium et ils m'avaient dit oh non, on s'en fout, enfin je veux dire, tu peux ouvrir, on en a tellement que. Enfin, Ah ouais? Bah donc j'ai peut-être dit n'importe quoi. non, mais après, moi je parlais directement aux gens au-dessus, donc si ça se trouve, leur algo, enfin, ils n'ont pas pensé aux petits. À la plebs, on va dire. Je Non, sais mais pas. ce qui est sûr, c'est que je pense, enfin, ce qui est à peu près sûr, bah, en fait, je sais pas, hein, mais moi, si j'étais eux, effectivement, un canal où il y a des fonds de mon côté et où le nœud ne répond pas, bah, je le ferme au bout d'un moment. Ça me paraît logique. Après, effectivement, Non, si ça c'est me un paraît logique canal, aussi. Enfin, donc, quand tu es dans la finance, quand tu comprends le principe que bloquer ton argent égale bah, des taux d'intérêt ou du moins une rente, un moment ou un autre, ça doit devenir professionnel. Sinon, ça veut dire que l'industrie peut pas scale. Vous le savez, c'est le système bancaire. Hein. Je veux dire, on est simplement en train de créer un système alternatif. Donc, on va pas tout jeter. On va pas réinventer la roue. Je veux dire, on va juste l'améliorer. Donc, c'est normal qu'il y ait une sorte de régulation de qui, comment gère leurs frais, par qui ils passent. Je ferais pareil si j'étais eux aussi. Je suis d'accord avec toi. Et ben écoutez, si quelqu'un d'A5 veut venir parler pour rectifier tout ce qu'on a dit, vous savez que vous êtes les bienvenus. Hein. Vous m'avez dit d'ailleurs de vous contacter. Il faut que je vous contacte. Fanis, je pense qu'on va la clôturer là. Ça fait ouais. un bon gros 50 minutes et surtout on a parlé de thèmes très très intéressants avec pas mal de valeur ajoutée pour tous ceux qui ont fait ta formation ou la mienne. Et sûrement beaucoup d'autres personnes qui sont déjà plus avancées que moi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu en es maintenant par rapport à Bitcoin? C'est quoi le prochain parcours? Je sais que tu as commencé donc chez Hélène Market. Voilà, brièvement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que c'est ton Twitter? Le futur de Bitcoin? Je te laisse la conclusion. ça marche. Ouais, bah comme tu l'as dit, effectivement, j'ai rejoint Hélène Market en tant que développeur. Effectivement, donc je suis très content. Mon premier vrai job, un job dans Bitcoin et même dans Lightning. Et donc voilà. Putain, la chance. Ouais. Tu fais des envies. Hein. Ça fait 3 semaines là et génial. Voilà, c'est le rêve. Trop bien, je les embrasse. Et puis sinon, c'est quoi ta question après? Oh non, le futur de Bitcoin, il est beau. De Bitcoin, oui. Bah oui. Bah, ça dépend de ton horizon de temps. Moi, c'est ce que je dis toujours. Par provoque, quand on me dit mais t'en penses quoi, je dis toujours ça dépend. Et je dis bah si c'est dans 5 ans, le million, pourquoi pas. Dans Donc, 5 ans, le million? Bah, peut-être, on sait pas. Déjà on va voir dimanche, est-ce qu'on arrive aux 70? Ah, moi j'ai annoncé 70 dimanche, je l'ai dit. Sachant qu'on shoot la vidéo, je sais pas quand est-ce que je la mettrai. On vient de. Je suis sûr, on va être à 80. On va être à 80 quand elle sortira celle-ci, tu vas voir. Non. Tu la sors pas avant les 80. Non, on est à 64, non, on est à 66 quand on parle. On vient de frapper les all-time high. Bravo à tous les hodlers, même si vous écoutez ça plus tard. Félicitations à ceux qui ont la conviction de s'implémenter dans ce réseau. Et comme on l'a vu que Bitcoin ne fait que commencer et que dans 5 ans, Fanis vient de nous dire que ça va être 1 million, il faut mieux ouvrir des canaux Lightning maintenant et s'y intéresser à cette technologie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de débauchés, aussi bien pour le taf que de potentiels nouveaux services entrepreneuriales, épargne. Je veux dire, le Lightning, c'est une pépinière en explosion. Donc. Surtout, n'oubliez pas de vous y intéresser. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as un Twitter, un blog? Ouais, j'ai un Twitter, c'est principalement là. C'est Fanis Mikalakis sur Twitter. Nickel. Voilà. Et c'est là qu'on peut me retrouver. J'ai un site internet, mais il faut que je le mette à jour. fanismikalakis.fr, donc n'y allez pas tout de suite. Très bien, c'est noté. Dernière question. Wasabi ou Samouraï? Ah, Samouraï. Samouraï, ok. Et est-ce que tu as plus d'abonnés que Lounès sur Twitter? Absolument. Ok, c'est parfait. Eh ben, on va la clôturer là.
Rendez-vous pour information avec Fanny, on organise des spaces tous les dimanches à 18h sur Twitter, ça s'appelle l'entonnoir du Bitcoin. On s'y retrouve pour parler des dernières actualités du Lightning Network et de Bitcoin en général. Donc si vous voulez l'entendre, abonnez-vous au podcast sur n'importe quelle plateforme. Vous êtes en ce moment sûrement sur une plateforme de podcast également, mais ce sera sur YouTube. Donc abonnez-vous, likez, retrouvez-nous sur les podcasts et l'entonnoir du Bitcoin tous les dimanches, retransmission la semaine suivante. Bisous à tout le monde, merci beaucoup Fanny d'être venue, à la semaine prochaine. Salut. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.